et 2012-2014. Donc il y a un vrai effort fait sur les investissements de la CASKI. Ensuite, on peut remarquer aussi qu'on a un taux d'épargne brut qui est assez élevé. Donc le taux d'épargne, c'est la différence en gros entre les dépenses et les recettes de fonctionnement. Donc il est assez élevé puisqu'il est autour de 25%, donc 40 millions d'euros par an. Donc ils ont une forte possibilité aussi de remboursement de leur capital. Après, au niveau des taxes, puisque c'est ce qui fait peur, quand on regarde les taxes de la CASKI par rapport à Maurepas, par exemple, elles sont à peu près ISO, au même niveau. Donc Maurepas, par exemple, a une CFE qui tourne autour de 23,8, quand la CASKI est à 23,3. Donc on ne va pas dire qu'il y a une grosse différence. La taxe d'habitation est légèrement inférieure de la CASKI de Maurepas, à peu près de moins 1%, donc encore en dessous. Donc en termes de taxes, on peut dire quand même que c'est relativement bas. Au niveau de la CCE, donc on entend un peu dans Maurepas que l'entrée dans la CCE a permis de baisser nos impôts. Donc je voudrais quand même rebondir sur ce sujet, puisque certes, ils ont rebondi, mais pourquoi? Il faut quand même partir du principe que Maurepas a un niveau de taxe par rapport aux autres communes de la communauté de communes des étangs très élevé. Maurepas, par exemple, sa CFE avant d'entrer était autour de 23%, celle des autres communes de 17%. Forcément, lorsqu'on est censé donc faire un lissage et converger, il y a forcément une baisse qui est effectivement mécanique. La cotisation foncière des entreprises. Voilà. Pour la taxe d'ordures ménagères, effectivement, elle baisse aussi. Mais ça, c'était une vraie volonté et un choix de nous, puisqu'en fait, elle était autour de 8,2%, supérieure, en fait, les recettes étaient supérieures, le taux était supérieur aux dépenses réelles, donc on les a juste mis à niveau. Donc on a effectivement fait une baisse. Par contre, on a eu une réunion tout de même lundi, donc avec la communauté de communes des étangs, pour la commission financière, pour réfléchir un petit peu effectivement sur le budget 2015. On se rend compte que la capacité d'autofinancement est extrêmement faible au niveau de la communauté de communes. Et donc les deux leviers qui vont être décidés, c'est soit emprunter massivement, soit relever l'impôt, relever la taxe. Et même, est-ce que nous, effectivement, nous avons toujours été défavorables à une augmentation des taxes. Donc ça sera relever l'impôt. Et d'ailleurs, on a parlé du FPIC, donc du Fonds de péréquation intercommunal, puisque en 2014, nous sommes engagés à ce que la CCE, la communauté de communes, prenne en charge 50% du FPIC, et ce qui devrait être mis en cause, puisque aujourd'hui, ils n'arrivent pas à dégager assez d'autofinancement. Ensuite, quand on regarde l'implication et l'intérêt de Maurepas dans cette communauté de communes, on remarque qu'aujourd'hui, Maurepas finance pour 50% le budget de la communauté de communes, mais ne récupère finalement que peu d'investissements, en tout cas en regard des investissements qu'on peut voir sur 2015. En gros, on récupère 5% du budget d'investissement de la communauté de communes. En tout cas, de ce qu'on a vu. Après, ça sera en discussion. Donc, la CCE est vraiment une machine aujourd'hui, en tout cas, à développer deux communes, les Essarts et le Perret, parce qu'effectivement, toutes les structures communautaires sont aux Essarts et au Perret. Très bien. Je crois qu'il y a M. Le Gaïnel, ensuite M. Vanin et M. Gaïnel. Rapidement, parce que sinon on va reprendre un débat technique qui aura forcément lieu à un autre moment. Monsieur Lénien, vous avez absolument raison. Le problème, c'est que vous avez raison, mais on peut diverger sur une partie des conséquences qu'on en tire. Que vous commenciez par dire que les agences de notation accordent une note qui donne du crédit à une institution qui lui permet de rester potentiellement emprunteuse à des conditions financières très acceptables, c'est parfaitement vrai. Sauf que, je vous rappelle que c'est la situation de la France et qu'il y a une déconnexion évidente entre la capacité d'emprunt auprès de structures qui ont des masses de liquidités à placer comme rarement elles l'ont eu dans les dernières décennies, et le fait que vous ayez, vous, dans le même temps, une masse de dette qui continue à croître. Or, le problème qu'elle devrait assumer une commune entrante, c'est pas de savoir si elle intègre un ensemble qui est potentiellement dynamique dans 30 ou 40 ans et qui est capable d'emprunter à bon taux, parce que ça, c'est une évidence. La vraie question, c'est de savoir de quelle manière on contribue au passif, mais au passif qui existe, pas un passif futur, agrémenté d'un taux de dette supérieur. C'est pour ça que je reste un peu prudent sur cette affaire, mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Monsieur Vanin. Merci, monsieur le maire. Moi, je vais être très court, je voulais juste dire une chose. D'ailleurs, je suis le seul à pouvoir le dire parce que
ça écorcherait la bouche à certains de le dire. Moi, je suis fier du projet de 50 ans en Yvelines, parce que c'est un projet de gauche et qui a allié un certain nombre de réussites. Une réussite dynamique, on peut rigoler, une réussite dynamique, une réussite au niveau des universités qui a été exceptionnelle, quoi qu'on en dise. Et puis, je ne vous ai pas interrompu, M. Le Guérinel. Alors, quand je disais que ça écorcherait la bouche à certains, ça vous tue de me laisser parler. Bah, il n'était pas là, lui, il était à Montigny. Donc, moi, je suis là-bas, il était ailleurs. Parce que ça, on entend souvent parler de la dette, de Cassis, etc. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que si vous demandez aux communes de la Casquille, qu'elles soient de droite ou de gauche, si elles ne sont pas contentes qu'elles sortent, toutes vous diront « je veux rester ». Parce qu'elles ont un plus grand bénéfice à y rester qu'à en sortir. Et elles ont toutes réussi à y prospérer. Dont Elancourt, qui a pu bénéficier de l'attractivité économique de Saint-Quentin, et Morpa d'ailleurs n'en a pas bénéficié parce que Morpa n'en faisait pas partie. Donc oui, c'est un projet de gauche qui a une réussite, qui a allié le dynamisme économique, une culture qui a été mise en avant très fortement, l'enseignement supérieur qui a été très valorisé, et ça c'est une réussite, et tout ça dans un environnement où l'écologie a été respectée parce qu'il fait bon vivre à 50 ans en Yvelines. Donc c'est un projet qui est vraiment extraordinaire en soi. Ensuite, sur la dette, on a parlé des 400 millions, etc. C'est une dette, et je le dis en toute tranquillité, d'investissement qui, dans le temps, va se résorber. Lorsque vous achetez votre maison, si je vais voir votre compte bancaire aujourd'hui, effectivement, il y aura moins X le prix de la maison. Mais ce qui est normal, vous êtes endetté, mais vous avez investi. Et c'est ce qui s'est passé, bah oui, c'est ce qui s'est passé pour 50 ans en Yvelines. Il y a un vélodrome qui a été fait, il y a des universités qui ont été construites, il y a tout un ensemble de choses qui ont été faites, et ça ne s'est pas fait par la magie. Donc il a fallu forcément mettre de l'argent. Et c'est finalement un argent qui a été bien investi, d'autant bien investi que 50 ans en Yvelines a, dans son ensemble, respecté, je dirais, un équilibre au niveau de l'habitat, puisqu'il y a un certain nombre de logements sociaux harmonieusement déjà d'ailleurs mis sur le territoire, et en ce sens, c'est un projet harmonieux, et je pense que cette histoire de dette qui veut viser à nuire 50 ans en Yvelines n'a pas lieu d'être. Monsieur Hay, Monsieur Auroy et Monsieur Chapat. L'inconvénient de couper les questions, c'est que malheureusement, on en oublie. Et j'ai toujours considéré les réponses comme étant plus intéressantes que les questions que je posais. Je vous ai posé une première question, M. Garessier, c'était « Je comprends ce que vous dénoncez, mais je ne comprends pas ce que vous défendez ». Alors j'ai compris avec M. Wann ce qu'il défendait, c'était clair. J'ai bien écouté M. Le Guérinel qui disait « Il faut envisager des scénarios ». Quel est votre scénario? C'était ma première question. J'ai bien compris que vous refusiez le mastodonte de 800 000, mais c'était... Je disais tout à l'heure que la réponse était induite par la question. De toute façon, voilà. Bon, maintenant, vous souhaiteriez quoi? Michel, vous souhaitez répondre? Oui. Chers collègues de l'opposition, vous comprenez bien que l'équipe majoritaire a travaillé de nombreuses heures sur le sujet, qu'on a échangé quand même pas mal d'idées, et qu'on est absolument unitaire dans notre conclusion. Donc, mon propos sera simplement complémentaire à celui de M. le maire. J'ai plusieurs remarques à faire sur ce qui vient d'être dit, et d'ailleurs un exercice relativement difficile, puisque globalement, à une virgule près, je suis tout à fait en accord avec le propos initial de M. Le Guérinel sur les considérations par rapport à ce gros ensemble, ce mastodonte dont vous avez dénoncé les risques, et puis assez d'accord avec le propos de M. Wann sur l'investissement à la Casquille. Alors, bon, c'est le genre d'écart difficile à faire, mais je vais m'en expliquer. M. Donien a parfaitement résumé la situation sur l'analyse de l'endettement. Et il n'y a pas que les agences de notation qui ont des avis favorables sur la situation de la dette de la Casquille. Il y a un certain nombre d'autres études qui ont été faites qui confirment que la Casquille est constituée quand même d'ensemble, un patrimoine, à des actifs, un développement et une capacité d'investissement relativement énorme, qui permet de supporter cette dette, qui est une dette, bien sûr, de constitution de vie nouvelle. Ce qui m'effraie, quand on se promène dans mon repas et qu'on lit des documentations qui est distribuée pas par l'équipe majoritaire, on voit apparaître cette espèce de spectre qui n'est pas décrit comme tel, mais qui le suggère,
que pour Maurepas, rentrer dans la Casquie aujourd'hui signifierait immédiatement la prise en compte de la dette de la dite Casquie, se traduisant par des augmentations d'impôts locaux phénoménaux. C'est absolument faux. Que le danger existe et que des précautions soient prises si on devait rentrer dans la Casquie pour éviter un certain nombre d'arcanes, ça a été très bien dit par des gens qui sont plus compétents que moi sur le sujet technique, M. Garnier, M. Chapal l'ont dit, mais je réfute cette démagogie consistant à dire pas de Casquie, c'est pas possible, l'endettement est très fort, monsieur, madame, qui habitez dans le fin fond de Maurepas, vous allez voir vos impôts doublés parce que vous prendrez la dette de la Casquie sur le dos dès lors qu'on y rentrera. C'est faux, c'est archi faux, et ça m'a mis en colère plus d'une fois. Et ça, on ne peut pas laisser dire ça, on ne peut pas laisser écrire ça, et on le combattra pied à pied. Alors maintenant, sur le plan de l'intercommunalité en général, si on se reporte quelques centaines d'années en arrière, M. Canet sait très bien le faire, parce qu'il y a des dons d'historiens et de rappels fort justes de l'histoire de la France, quand on parle de rien en France, on constitue les communes. On constitue les communes en regroupant des ensembles d'habitats qui conduisent à une constitution de la carte des communes en France, avec une représentation extrêmement forte à la naissance des communes rurales, comme vous le savez. S'il y a trop de départements, c'est pour des raisons essentielles, qui sont essentiellement maintenant la ruralité s'appauvrissant, on aurait évidemment moins de communes dans la France profonde. Si on partait de zéro aujourd'hui, s'il n'existait pas les communes, on créerait des intercommunalités. On ne les appellerait pas comme ça. On ne les appellerait pas comme ça. On les appellerait, on dirait bassin de vie, je pense. On définirait ce qu'est un bassin de vie, et puis on constituerait, on va l'appeler une agglomération administrée avec un certain nombre de règles correspondant à une réalité du XXIe siècle et non pas à une réalité du XVIIIe. Donc le problème essentiel, bien évidemment, c'est de passer d'un modèle complexe mais hors d'âge, le nôtre aujourd'hui, un complexe moderne, en traversant un certain nombre d'adaptations réglementaires d'une part, et puis disons, en écrasant un peu au passage les égos surdimensionnés des représentants des élus des différentes strates. Il s'avère que dans ma vie professionnelle, j'ai siégé pendant 7 ans au Conseil économique et social de Haute-Normandie, où je représentais l'industrie. La Haute-Normandie regroupait 2 départements, 2 seulement, qui plaidaient depuis longtemps le rapprochement de la Basse-Normandie. 4 départements, c'est fait aujourd'hui, il a fallu un certain nombre d'années. Moi je parle d'une époque qui était les années 95, on est maintenant 20 ans après, et le regroupement des 2 régions se font. Donc il faut du temps. Donc, pour en revenir à l'intercommunalité, si on devait les créer, on les créerait. À partir de rien. Le bassin de vie aujourd'hui pour Maurepas, il est clairement centré sur un axe qui rejoint Maurepas et Lampour, on va dire, et qui va vers Paris. La consultation qui a été faite des Maurepaziens, et je suis comme M. Wann, j'ai l'oreille fine, et j'ai entendu dans le public disant, en conclusion du commentaire de ma collègue Pascal Denis, que ça ne servait à rien. Ça ne sert pas à rien, ça n'a pas de valeur mathématique, ça n'est pas un sondage avec un sondage dûment encadré par des règles de représentation, mais ça donne des tendances. Et dans les tendances, il y en a une qui est extrêmement intéressante, c'est la localisation de l'emploi. Cette localisation de l'emploi fait qu'un Maurepasien, quand il va prendre le train à la Verrière, c'est pas pour aller à Rambouillet, ou rarement, un petit peu, très peu, mais pour aller bien sûr travailler, soit à Versailles, soit dans les Yvelines, soit même sur Paris. Donc, notre sort logique, il faut bien le reconnaître, c'est par là qu'il se tient, donc Casquie plus ou moins élargi, probablement. Certainement pas, c'est notre position du mastodonte dont on a parlé, puisque, on l'a dit, on va le redire, nous servirions d'une manière déguisée ou non à financer le développement du plateau de Saclay. Ce plateau de Saclay a une importance majeure sur le plan national, mais il doit avoir un financement national, et non pas un financement déguisé par les communes avoisinantes. Alors, je ne voudrais pas prendre la place d'un propos que tiendra évidemment M. le maire pour répondre à M. Wann, mais je crois qu'il faut accepter de dire les choses comme elles sont. Nous sommes dans la communauté de communes des Étangs aujourd'hui, comme dans une structure d'accueil, en attente d'autres décisions. Je pense que tout le monde l'a perçu comme ça. Et il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui travaillent à la communauté des Étangs. L'ambiance y est, dit-on, tout à fait convenable. Il faut la faire vivre telle qu'elle est aujourd'hui, en attendant la suite, mais c'est une situation d'attente.
Résultat des courses, au milieu de tout ça, repousser l'appartenance à ce mastodonte qu'on nous propose ne paraît évident. L'étayer d'un certain nombre de remarques, ça c'est à voir comment on pourra formuler les commentaires qui accompagneront une délibération qu'on aura ce soir. On ne peut pas, parce qu'on n'est pas consulté là-dessus, être clair sur ce qu'on souhaite demain, mais la tendance est clairement d'aller vers une casquille plus ou moins modifiée, plus ou moins élargie, en prenant en compte ce qui a été dit par mes collègues, en particulier par M. Gainel, en prenant en compte toutes les précautions, toutes les prudences qu'il faut en matière de fiscalité et d'incidence financière. Et j'en terminerai là-dessus en faisant remarquer, M. Chapin, mais très gentiment, bien sûr, que c'est pas parce qu'on n'est pas endetté du tout qu'on gère bien la situation. La situation de Maurepas aujourd'hui n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. On a un endettement qui est particulièrement bas, c'est vrai, mais nous n'avons pas su nous endetter convenablement pour investir convenablement sur des installations, sur des gymnases, sur des écoles qui sont en mauvais état. Alors, il est bien évident qu'afficher des endettements qui supposent que le Pékin vulgarise de Maurepas n'aura pas à les supporter parce qu'ils sont bas et que dans le même temps, nous n'avons pas de précaution patrimoniale, ça me paraît largement aussi grave que de dire d'un autre côté une casquée surendetée. Donc, il faut être quand même extrêmement mesuré là-dessus. Voilà, des considérations, si vous voulez, qui ne sont pas des considérations personnelles, elles le sont forcément un peu, mais qui sont, je pense, assez largement de l'équipe majoritaire. La vraie difficulté, je pense qu'on est unanime là-dessus, sera à un moment donné, dépassant l'avis qu'on donne sur la première délibération, l'article 20, sera évidemment de savoir formuler et trouver les moyens d'expression vers un préfet de région qui, comme le disait M. Gainel tout à l'heure, a comme caractéristique principale de lire à l'État, c'est une chose, et d'avoir souvent une casquette à pivot qui tourne très vite quand le vent passe. Donc, toutes les prudences qu'il doit avoir, nous avons, nous, à nous exprimer de la manière la plus ferme, comment il faudra le déterminer, et avec toutes les précautions d'usage, si la tendance est celle que nous sentons aujourd'hui. Merci Michel. La réponse est claire. Ouais. Michel Chapin. Je ne vais pas refaire le débat de la campagne électorale, Monsieur Roy. Mais il vaut mieux être peu endetté que surendetté. Alors je suis quand même un peu surpris ce soir d'entendre toutes ces louanges pour la dette de telle ou telle collectivité qui est particulièrement lourde, et en particulier la Castille, qui est une des plus lourdes de France quand on compte par habitant. Je suis quand même un peu surpris aussi qu'on ait cherché une notation d'agence, parce que ces notations d'agence, elles reposent aussi sur la capacité de remboursement, en particulier si on peut augmenter l'impôt, ce que vous n'avez pas dit, M. Donien, vous auriez dû. Et en 2012, en 2011, en France, les notations étaient bonnes, elles ont été un peu dégradées, mais elles étaient très bonnes, et la France est allée dans le mur sur le plan de la dette. C'est pas parce qu'aujourd'hui, la France réussit à avoir accès à des taux intéressants sur le plan international que la France est en bonne situation sur le plan de la dette. C'est pas moi qui le dis, c'est certains de votre parti politique et d'autres partis politiques. Donc je suis quand même un peu surpris de ces louanges. Je n'aime pas, M. Roy, quand vous accusez ceux qui ne pensent pas comme vous de démagogie, parce que c'est peut-être vous qui faites de la démagogie en ne disant pas tout sur la dette. La dette, à un moment donné, ça peut se renverser. Quand on ne peut plus avoir accès à des emprunts, à des taux ordinaires. Et ça peut être très rapide. C'est vrai pour les États, c'est vrai pour la collectivité locale, et en particulier la Castille. Si la Castille a restreint son train de vie, on va dire, sur un plan général, en 2012-2013, ce qui aboutit peut-être aujourd'hui à un certain nombre de propos positifs de certains audits, c'est parce qu'elle était au bord du gouffre en 2011. Elle n'arrivait plus à faire face à ses engagements, à ses besoins, à ses souhaits. Et ça, c'est quand même un risque énorme pour l'avenir si on les y rejoint aussi. Pour l'avenir aussi, si on les y rejoint. Je vais vous dire pourquoi. Toute la logique de cet aménagement de l'Île-de-France, de cette recomposition de la carte de l'intercommunalité, en tout cas pour ce qui nous intéresse ici dans l'Ouest, c'est le Grand Paris Express, on l'a dit au début. C'est le Grand Paris Express, c'est l'aménagement du plateau de Saclay. J'ai du mal à imaginer que l'État va laisser les deux grandes intercommunalités, Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines, séparées pour l'avenir, étant donné que ce qui fait l'argumentation et la ligne directrice de la démarche de l'État, préfet ou pas préfet, il n'y a pas que le préfet, il n'y a pas que le gouvernement, il n'y a pas que le Premier ministre qui discute
ces questions-là. Il y a aussi toutes les collectivités, toutes les instances. Il y en a beaucoup, des instituts. C'est ce qui les mène, c'est effectivement ce projet d'aménagement du Grand Paris Express. Donc j'imagine mal que le résultat de cette consultation aboutira à ce qu'on laisse les choses en l'état et pour satisfaire tel ou tel, à ce qu'on dise, bah oui, la casquille, on va rajouter Villebon, etc., Maurepas, Coignères, etc., puis on continue comme ça, et puis du côté de l'Essonne, un petit peu le même calcul. J'ai du mal à l'imaginer. Par contre, si nous rejoignons cela, nous allons être dans une entité qui aura à faire face à des investissements colossaux. Et donc, un nouvel appel à la dette, comme ça a été le cas au début de la construction de la ville nouvelle. On l'appelait ainsi à l'époque. Et ce qui a amené, justement, à plusieurs reprises, la ville nouvelle, dans des situations financières particulièrement difficiles, et ce qui a amené l'État à injecter des fonds pour sauver le projet. À l'époque, la ville nouvelle, c'était un projet d'État, ce n'était pas des collectivités locales de droit commun. Et donc, on va se retrouver exactement dans la même situation. Alors moi, pourquoi pas? Je pose la question, et je l'ai posée, quel est l'intérêt pour Maurepas d'aller là-dedans? Au jour d'aujourd'hui, les grands penseurs, vous en faites sûrement partie, puisque à chaque fois vous nous dites que vous avez étudié les dossiers, vous avez fait partie de tel et tel comité, donc vous faites probablement partie des grands penseurs de l'aménagement. Ben, il n'y en a aucun qui parle de la manière d'intéresser Maurepas à ces grands projets. C'est ce que j'ai dit au début. Et donc, pour y arriver, il faudra du temps, mais entre-temps, il y aura des projets qui auront été votés et qui réduiront les capacités financières, l'aisance financière potentielle de tels ensembles. C'est la raison pour laquelle moi j'y suis opposé. N'allons pas nous jeter des propos démagogie ou autre, c'est pas de votre niveau, monsieur Roy. Michel, ensuite Christian Guillot et Michel Rey. Oui, je ne rentrerai, M. Chapat, dans aucune polémique avec vous. Je ne fais pas partie du comité de grands penseurs d'aménagement, ce n'est pas mon cas. J'ai représenté mon entreprise là où il le fallait, à chaque fois qu'il le fallait. Dans les régions où je suis passé, j'avais des responsabilités. Mais c'est passé. Nous n'avons pas vanté, je n'ai pas tout à l'heure loué le surendettement de la casquille, qu'on se comprenne bien. Nous avons, M. Denis et moi-même, expliqué le pourquoi de cet endettement et l'avantage qu'il avait dans une ville nouvelle en développement qui était la casquille. Et donc, cet endettement important, c'est vrai, était justifié par un développement assez particulier qui était celui des villes nouvelles. Je fais partie de ceux qui ont déploré que l'équipe qui était en place à Maurepas qui a voté la sortie de la casquille, j'ai regretté, pourtant la sensibilité de cette équipe, j'ai regretté qu'elle le fasse. Parce qu'elle l'a fait pour des considérations qu'on pouvait comprendre en l'instant, à court terme, mais qui ne portaient aucune réflexion sur le long terme. On avait fait d'y rester, ça c'est tout à fait clair. Par contre, sur le dernier terme, le mot démagogie, la démagogie consiste en s'adressant à des gens qui ne sont pas toujours forcément très avertis de la complexité des dossiers, et c'est le cas des propositions, on peut leur en vouloir parce que les dossiers sont complexes, de leur mettre sous les yeux un rapport violent entre des chiffres qui existent, là l'endettement de la casquille, et les risques d'un lendemain peu chantant où ils supporteraient ça sur leurs impôts. C'est comme ça que des Maurepasiens ont lu les papiers que vous avez distribués. Voilà pourquoi je parle de démagogie. Mais prenez-le étymologiquement parlant, s'il vous plaît, et rien d'autre, et surtout pas comme une attaque personnelle. Mais je ne le comprends pas. Oui. On ne le prend pas pour une attaque personnelle l'un et l'autre, mais on dit que c'est la vérité. Parce qu'il y a des mécanismes de répartition à l'intérieur, y compris de la casquille actuelle, qui prennent en compte cette situation, qui prennent en compte la bonne situation de Maurepas pour répartir les dotations. Alors, ça ne sera pas le lendemain, personne n'a dit ça, mais ça sera à terme parce qu'il y a des mécanismes qui sont difficilement contrôlables, c'est-à-dire des mécanismes technocratiques, y compris au plan local, qui seront défavorables à Maurepas. On peut en débattre si vous voulez. Très bien. Christian. Bon, je n'ai certainement pas la même éloquence, mais je vais essayer de parler vrai. Je sors d'un quart de siècle d'opposition et je voudrais parler de la dette. Alors, il est simple d'avoir peu de dette, c'est clair, lorsque une municipalité, durant tous les différents mandats que j'ai pu accumuler, je l'ai vu vendre au fur et à mesure de ses travaux électoraux, pour le plus souvent,
vendaient les terrains, vendaient les immeubles, vendaient les pavillons. Quand on arrive à la fin du bilan, de fait, on a un endettement qui est faible. Mais le constat, c'est qu'on a, je dirais, appauvri la commune. Et l'autre point sur lequel je voulais répondre, c'est par rapport à ce que peut dire notre collègue M. Wan, qui donnait un plan B par rapport à notre entrée dans la Casquie en y intégrant le plateau de Saclay. Mais là réside le problème, puisque justement tout à l'heure, ce que nous dénoncions dans le mammouth qu'on nous proposait, c'est qu'on voulait nous réunir tout cet ensemble pour payer les travaux du plateau de Saclay. Alors on ne peut pas être favorable à être seulement sur la Casquie et prendre les travaux que le préfet voudrait nous faire faire, sachant que, pour l'avoir bien pratiqué pendant de nombreuses années, tout le long de la D36 de Montigny, Voisin, jusque sur Palaiseau, vous avez un no man's land total où il n'y a aucune entreprise. Je me souviens d'il y a quelques années, c'est le service de recherche d'Anode qui s'y est installé. Depuis, les choses ont peu évolué. Et pour avoir eu l'occasion de devoir me déplacer par les transports en commun pour aller de Maurepas jusqu'à Corbeil-Essonnes, pour traverser toute cette partie-là, mais c'est des heures et des heures de transport en commun. Il n'y a aucune structure rapide qui peut vous emmener d'un point à un autre. Et l'ULM? Il a pas pris l'ULM. Très bien. Monsieur F. Monsieur Garessier, la première des questions que je vous avais posées, c'était qui décidera de quoi? Bon, vous savez, c'est le préfet. Ben oui, c'est le préfet. Et ce qui veut dire que si vous alliez venir, dans le cadre de votre enquête, on va vous consulter, mais le préfet décidera, vous n'auriez même pas eu 720 réponses là. Encore une fois, je salue la consultation. Mais quand on précise le cadre de la consultation et les aboutissants, ça aurait dissuadé les gens de répondre. C'est peut-être pour ça qu'on a entendu ça ne sert à rien. Effectivement, on a le sentiment que ça ne sert à rien, on nous consulte. C'est pas votre procès que je fais, hein, d'accord? C'est le système qui fait qu'on nous consulte. Bon, j'ai entendu la réponse du scénario que vous souteniez, c'était celui de l'intégration à la Casquie. Donc il vous semble être une échelle raisonnable, c'est combien de milliers d'habitants? Vous me posez la question directement? Pour le moment, c'est 145 000 et il faut un ensemble minimum de 200 000 habitants. Mais la question n'est pas là encore pour le moment. On doit se déterminer sur les 800 000 habitants, oui ou non. Non, mais les 800 000... Attendez, monsieur, je termine. Oui. Vous m'interrogez. On ne sait pas encore quel va être le prochain schéma du préfet de région. À ce moment-là, on en discutera. Et comme le disait M. Van tout à l'heure, il aurait fallu faire des réunions publiques. Oui, et on le fera. Quand le projet sera bien déterminé, puisque là, on est tous unanimes, le projet de 800 000 habitants, de toute façon, et je pense sincèrement, ne se fera pas. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui et par rapport à tout ce que les élus dans le département évoquent également comme contrainte et avec la légitimité qu'ils ont. Voilà. Bon, et je terminerai, moi, mon intervention. Le mastodonte commence à nous peser, sincèrement. On est tous contre, c'est pas un problème, et c'est une unanimité dans tout le périmètre concerné. On va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a encore ici des avocats de la communauté des étangs? Est-ce qu'il en subsiste? Parce que je sais qu'il y a un conseil régional PS à Coignères qui défend la communauté, le maintien de la communauté des étangs. Il est présidé par le maire de Coignères. Ça ne me surprend pas puisque déjà M. Payeux était contre toute idée d'intercommunalité. Donc il défend la formule à minima. C'est normal. Vous savez, ce qui m'inquiète, c'est de constater que deux partis politiques ici sont pour le rapprochement avec la Casquie. Et oui, les non-inscrits, eux, en tout cas ceux qui ont défendu une politique locale, posent des questions. Moi, ce qui m'inquiète, et j'espère que vous êtes sincères les uns et les autres, c'est que ce ne sera pas un combat des chefs, une lutte d'influence pour savoir qui présidera la nouvelle agglomération. Et à qui, et dans quelle escarcelle elle retombera politiquement. C'est ça qui m'inquiète. Alors attendez, écoutez, les partis politiques m'ont habitué à bien des choses. D'ailleurs, je terminerai avec un clin d'œil. Moi, j'étais au Parti des Verts. D'accord? Je les ai trouvés très radicaux, je les ai appelés les Khmers verts. Et je me suis exclu du parti. Et je me suis même baptisé, non sans dérision, le Vert solitaire à cette époque. Donc les partis, j'ai connu, je vous dis, et vous l'avez évoqué à joli mot, il y a un enjeu politique partisan.